Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous. Le projet de loi de finances 2025 est au cœur des débats à l'Assemblée nationale depuis lundi. Le gouvernement s'attelle à l'immense tâche de redressement des comptes publics par un effort de 60 milliards d'euros. Mais que contient vraiment ce budget présenté aux parlementaires et que demandent nos élus à Michel Barnier? Alors nous en parlons ce matin avec Mathias Renaud. Bonjour monsieur le député. Bienvenue sur Ligne droite, c'est la première fois que vous venez. Vous êtes énarque, vous êtes ancien magistrat de la Chambre régionale des comptes. Vous êtes désormais député du Rassemblement national pour la 3e circonscription de la Somme et vous êtes membre de la Commission des finances. Alors c'est un lieu que vous connaissez bien puisque vous étiez avant votre mandat de député collaborateur de groupe pour le RN au sein de cette même commission. Et justement c'est bien ce thème qui nous intéresse ce matin, les finances du pays. Donc on a dit 60 milliards d'économies dans ce budget 2025. Alors Mathias Renaud, où donc le gouvernement Barnier entend faire ces fameuses coupes. On parlera peut-être après des solutions que vous proposez, mais avant, voilà, quels sont les volets concernés par ces fameuses économies gouvernementales ? Alors déjà, les 60 milliards, c'est pas d'économie. Et là-dessus, il y a une communication gouvernementale assez mensongère, puisque au départ, Michel Barnier, on s'en souvient tous, au JT de TF1, je crois, avait dit... Écoutez, on va pas augmenter les impôts, on va faire un peu de justice fiscale. Deuxième temps, on va peut-être augmenter les impôts, mais ça va concerner une toute petite partie des ménages et une toute petite partie des entreprises, donc vraiment les ménages les plus aisés et les plus grandes entreprises. Finalement, on découvre le budget, et là, donc sur les 60 milliards d'efforts à faire, il nous dit il y a 2/3 de dépenses et 1/3 sur les impôts. Bon, passe le Haut Conseil des finances publiques, qui est une autorité adossée à la Cour des comptes, qui nous dit c'est exactement l'inverse. Donc on a 2/3 d'augmentation d'impôts et 1/3 de réduction de dépenses. Et encore, on va peut-être pas faire de la comptabilité, mais sur le 1/3 de réduction de dépenses, c'est même discutable, puisque dans l'ensemble des dépenses publiques, donc État, Sécu et collectivités locales, on se rend compte en réalité qu'on a une augmentation de plus 2,1% de la dépense publique pour ce budget 2025. Oui. En revanche, les augmentations d'impôts sont bien réelles. Et là, je pense en particulier à l'augmentation de la taxe sur l'électricité, les malus automobiles, etc. Voilà. Alors, votre groupe Rassemblement national, justement, qualifie cette taxation de réelle paresse. Est-ce que vous voulez dire par là que le gouvernement manque de courage et même fait preuve de dissimulation? Là, vous parliez du Haut Conseil des finances publiques, il y a quelque chose d'assez grave derrière. Alors, de paresse, disons que c'est un peu les vieilles ficelles de Bercy. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop quoi faire, on fait côté dépenses du rabot. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de réforme structurelle, type on remet en cause le millefeuille administratif, mais on fait une baisse, une vraie fausse baisse, c'est-à-dire en fait qui ne prend pas en compte l'inflation sur les dépenses. Et par contre, côté taxes, on essaye de... ça, c'est ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire d'augmenter des taxes à large assiette, en particulier la taxe sur l'électricité. Voilà. Alors après, vous parliez de mensonges, ça c'est peut-être un autre sujet, c'est sur la situation dont on hérite, en particulier la dette publique. Là, effectivement, il y a eu un mensonge sur la réalité des déficits, en particulier 2023 et 2024. Vous savez qu'il y a une commission d'enquête qui va avoir lieu. En fait, c'est la commission des finances qui va se transformer en commission d'enquête après le budget. D'accord. Pour déterminer vraiment ce qui s'est passé sur les années 2023-2024, parce que là, il y a effectivement probablement eu un mensonge d'État sur cette question. Parce qu'on s'aperçoit qu'il manque des milliards d'euros dans les comptes publics, notamment 10 milliards dans les comptes de la sécurité sociale de 2023, sans que personne ne puisse l'expliquer. Donc derrière, effectivement, il y aura sûrement un long travail durant cette commission d'enquête parlementaire. Qui sera amené à siéger dans cette enquête? Tous les membres de la commission des finances, puisque c'est la commission des finances qui se transformera en commission d'enquête. Donc Monsieur Ciotti notamment sera rapporteur de cette commission. Alors, je ne sais pas si on peut s'attarder sur cette question de la dette un peu cachée, des déficits cachés en 2023-2024. En fait, ça a commencé en 2023. On a eu des prévisions, alors là on était à l'automne 2022 pour 2023, donc l'équivalent de ce qu'on est en train de faire là, le budget. On avait des prévisions dites techniques, c'est-à-dire c'est Bercy, la direction du budget, la direction des trésors qui envoient au ministre des prévisions sur la croissance, l'inflation et le déficit prévisionnel. Ces prévisions, on ne les a pas.
Mais toujours est-il que entre ce qui a été présenté aux parlementaires et l'exécution pour 2023, il y a une différence qui est absolument énorme, plus de 50 milliards d'euros. Ah oui. Donc ça, c'est très inhabituel. C'est normal que le gouvernement soit un peu optimiste dans ses prévisions, mais là, ça dépasse, si on prend une série longue sur plusieurs dizaines d'années, ça dépasse tout ce qui est habituellement constaté. Et l'administration, fin 2023, donc à nouveau la direction du Trésor, a averti Bruno Le Maire, en l'espèce, que les comptes dérapaient complètement en 2023, et lui disait devant la représentation nationale, non, tout va bien, on va tenir l'objectif de déficit. Donc derrière cette question, il y a évidemment une question de dissimulation aux parlementaires, et puis une question plus politique, c'est-à-dire est-ce que c'est Bruno Le Maire lui-même qui a pris l'initiative de cacher pour des raisons dont qu'on pourra explorer pendant la commission d'enquête, ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a voulu cacher finalement le déficit pour éviter d'avoir annoncé des mauvaises nouvelles dans la perspective des élections européennes. Voilà, donc ça c'est le volet politique en fait de la commission d'enquête qui aura lieu. On devrait bientôt avoir la réponse puisque Bruno Le Maire a accepté de se prêter à l'exercice. Donc Absolument. Normalement, il devrait passer à cette commission d'enquête parlementaire. Alors avec ces milliards de dettes, 3 000 milliards de dettes, au lieu d'ouvrir donc la chasse aux dépenses inutiles, l'État donc choisit de ponctionner davantage les Français, on l'a dit, avec ses impôts notamment. Quelles sont pour vous, pour le Rassemblement national, Mathias Renaud, les dépenses à réduire de toute urgence là aujourd'hui? Écoutez, il y a des dépenses qu'on dénonce depuis maintenant des décennies sur l'immigration, sur la contribution de la France à l'Union européenne. Vous savez que sur donc un ensemble de budgets, alors qui sont en baisse en valeur, ce qu'on appelle en valeur nominale, donc en retraitant l'inflation, on a un budget donc à l'Union européenne qui augmente de 2 milliards. C'est celui qui augmente le plus de toutes les dépenses de l'État, donc plus 11%. Là-dessus, donc on a fait des amendements au budget pour récupérer 5 milliards. Voilà, donc on ne veut pas récupérer l'intégralité de ce qu'on verse. Ce qu'on verse, à peu près 23 milliards, et ce qu'on récupère, environ 13 milliards. Donc ça fait une contribution nette donc, qu'on perd finalement à l'Union européenne d'environ 8 à 10 milliards par an. Donc là-dessus, on va en récupérer 5. Et puis, il y a évidemment la simplification du millefeuille administratif. Nous, on a pointé un certain nombre d'agences. J'ai porté à peu près, et je vais porter dans les prochains jours à peu près 80 amendements pour supprimer ou réinternaliser 80 opérateurs de l'État. Alors ça, c'est un sujet parce que, évidemment, vous avez les ministères qu'on connaît, les ministères intérieur, justice, environnement, etc. Et puis à côté de ça, vous avez un démembrement avec des opérateurs qui sont plus ou moins indépendants. Il y en a plus de 400 aujourd'hui. Plus 25 autorités administratives, plus toute une série, environ 300 de comités un peu théodules. Vous savez, ces fameux comités dont on se demande un peu parfois quelle est l'utilité, et qui ajoutent en plus, non seulement un coût budgétaire, mais aussi une complexité de l'action administrative. Oui. Parce que, évidemment, c'est créateur de normes, c'est créateur de procédures, c'est créateur aussi de conflits de pouvoir entre l'administration, donc il faut absolument simplifier ça. Alors, au-delà évidemment de ce projet de loi de finances, il y a aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, donc le PLFSS. Il sera discuté donc en séance publique la semaine prochaine, lundi. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce budget, si quelque chose vous gêne dans ce budget ? Écoutez, il y a deux éléments qui nous gênent. Le premier, c'est la désindexation des pensions de retraite. Donc ça a été un sujet qui divise d'ailleurs, y compris dans la majorité. Nous, on a eu ne serait-ce que hier soir, alors le débat s'est introduit dans le budget de l'État, mais on voit bien qu'au sein des groupes gouvernementaux, je pense qu'on peut les appeler comme ça, parce qu'ils ne sont pas majoritaires, au sein des groupes gouvernementaux, tout le monde n'est pas d'accord. Et effectivement, désindexer de façon indifférenciée, ce qui aurait pour conséquence de frapper les petites retraites, parce que là on touche pas aux retraites complémentaires qui font un complément de revenu, en particulier pour les retraites un peu plus conséquentes, mais une mesure indifférenciée qui toucherait en particulier les petites retraites, c'est effectivement embêtant. Et puis il y a un deuxième élément qui d'ailleurs fait également débat au sein des groupes gouvernementaux, c'est la suppression d'allègements de charges pour les salaires jusqu'à de mémoire 2,5 ou 3 SMIC. Donc ça, c'est vrai que ça risque de créer à nouveau une trappe à bas salaire et compliquer les augmentations de salaire pour les chefs d'entreprise.
Alors, je voulais dire un mot de l'AME aussi, donc l'aide médicale d'État destinée aux Absolument. clandestins. Un rapport parlementaire de mai 2023 estime à 1,1 milliard d'euros donc le coût de cette AME pour la France. Et dans un nouveau sondage CSA pour nos confrères de CNews, JDD, Europe 1, 57% des Français se sont exprimés en faveur de sa suppression. Le gouvernement avait d'abord prévu d'augmenter l'enveloppe allouée annuellement à ce dispositif avant de rétropédaler et de proposer un gel des crédits. C'est une première victoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une victoire, mais très symbolique, parce que c'est un but. Alors le budget de l'AME, c'est effectivement 1,1 ou 1,2, ça dépend comment on compte, milliards d'euros, même un peu plus, parce qu'il y a d'autres dispositifs pour les clandestins de prise en charge. C'est symbolique parce que c'est un budget qui est souvent, je veux pas être trop technique, mais sous-budgété en prévision. Et ensuite, surexécuté. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, pour l'année prochaine, c'est 1 milliard, et puis en exécution, on constate que c'est 1,2 milliard, par exemple. D'accord. Voilà, donc en réalité, c'est symbolique, parce que quelque part, c'est un signal politique qui est envoyé, mais ça ne présage rien de l'exécution budgétaire. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment réformer le régime de l'AME lui-même. Parce que sinon, en exécution, on est dans une logique de guichet. Donc s'il y a X personnes en 2025 qui se présentent pour l'AME, eh ben, il y aura une exécution pour ces X personnes. Donc, bien sûr. Et donc nous voulons effectivement transformer l'AME en AMU, donc en aide médicale d'urgence, pour réduire le panier de soins au minimum, je dirais vital. Et par exemple, la vaccination ou les accidents cardiovasculaires, enfin vraiment sur ce qui peut relever soit de la santé publique, donc de l'intérêt de tous pour, par exemple, un cas d'épidémie, soit d'une urgence vitale pour le particulier, mais pas un panier de soins élargi comme c'est le cas actuellement. Oui. Alors justement, dans le sondage que je citais plutôt sur l'AME, le détail donne à 82% les électeurs du RN évidemment en faveur de sa suppression, mais aussi 80% pour les Républicains et 58% pour le Bloc central. Les gros groupes présidentiels, je ne sais plus ce que vous avez dit tout à l'heure. Groupes gouvernementaux. Groupes gouvernementaux, pardon. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envisagé, alors avec le Rassemblement national, d'inclure justement cette suppression de l'AME et cette transformation en AMU, aide médicale d'urgence, dans une proposition de loi à l'occasion de votre niche parlementaire de jeudi prochain, puisque il semblerait qu'une majorité de l'hémicycle l'aurait sensiblement voté. Parce qu'on a des choix à faire sur la niche, mais alors nous on attend une initiative gouvernementale là-dessus, parce qu'on est assez attentif aux déclarations des uns et des autres. C'est vrai que quand on écoute Bruno Retailleau, on a l'impression qu'on va avoir un geste sur le sujet, et non seulement sur l'AME, mais même une loi immigration. Quand on écoute d'autres ministres, c'est moins sûr. Et quand on écoute Michel Barnier, il est un peu entre les deux. Donc on attend effectivement une initiative parlementaire. D'accord. Enfin, je suis pas certain qu'il y ait actuellement une majorité à l'Assemblée pour supprimer ou réduire au minimum l'AME. Oui, elle serait c'est pas très certain minime. du tout. Alors, pour continuer sur ce budget qui semble quand même compliqué à voter, là, il reste plus beaucoup de temps entre guillemets pour le voter, et pourtant il reste beaucoup d'articles à étudier. Un mot sur le fait que nous sommes donc le pays le plus imposé au monde. Par exemple, le parti Reconquête martèle qu'à partir du 16 du mois, tout le monde travaille pour l'État. Vous êtes engagé, vous, avec le RN, justement, dans une lutte pour le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que, par exemple, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, comme ce que proposaient Marine Le Pen et Jordan Bardella lors des dernières élections législatives, on s'en souvient, reste dans la feuille de route du Rassemblement national? Est-ce qu'on pourrait même l'introduire dans le budget? Comment ça peut se passer? Alors, on a présenté un contre-budget à la presse qui était à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a pris dans l'ensemble des amendements qu'on avait pu poser les années précédentes et dans l'ensemble des mesures présidentielles, ce qui était prioritaire pour le budget 2025, et à côté de ça, on a fait des propositions d'économie ou de taxes nouvelles. L'ensemble s'équilibrant. Effectivement, sur la TVA, sur les produits de première nécessité, ça fait partie des mesures. Voilà. C'est-à-dire que, comme sur la baisse de TVA sur les énergies, parce qu'on considère effectivement qu'on est un pays qui est trop taxé. Donc là, on parle non pas de dépenses, mais de baisse de fiscalité. Et sur les TVA, sur l'énergie, que c'est un bien de première nécessité.
et donc une mesure en faveur du pouvoir d'achat. Donc ça fait partie des priorités politiques, même si ça coûte dans le tableau complet de notre contre-budget. C'est vrai que ça représente une somme importante, mais c'est une priorité politique. Oui, c'est une priorité politique. Par exemple, on voyait un nouveau chiffre qui a suscité l'indignation, on peut le dire, hier. C'est celui du coût des JO de Paris cet été, alors plus précisément de la seule cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc c'est un rapport publié en annexe, je précise pour nos auditeurs, du projet de loi de finances justement, qui a indiqué ce coût à hauteur d'environ 100 millions d'euros, sans compter la sécurité. À titre comparatif, la cérémonie d'ouverture à Londres en 2012 avait coûté 30 millions d'euros. Donc on voit quand même qu'il y a une nette différence. On comprend bien qu'il y a un souci d'abord avec ces finances de priorité gouvernementale. Oui, alors 100 millions d'euros, le budget de l'État, faut aussi remettre sur les ordres de grandeur, c'est 490 milliards d'euros. Bon. Maintenant, sur le coût des Jeux Olympiques, souvent, dans les événements sportifs internationaux, on connaît un peu la réalité des coûts 2-3 ans après. Donc on aura probablement des chiffres de la Cour des comptes dans 2 ou 3 ans. Bon, c'est vrai que 100 millions d'euros pour une cérémonie d'ouverture qui a fait débat, mais qui globalement a été plutôt apprécié des Français si on en croit les sondages. C'est vrai que c'est une vitrine internationale. Bon, il y a peut-être une réflexion globale à avoir au niveau du CIO sur une maîtrise quand même des coûts. C'est vrai que pour chaque pays qui accueille les Jeux Olympiques, c'est vrai que ça peut souvent, ça dérape quand même assez souvent. On se souvient du cas de la Grèce, qui avait, donc, l'organisation des Jeux Olympiques en 2008 n'avait pas été pour rien dans le plantage des finances publiques de la Grèce. Voilà, donc il ne faut pas non plus complètement déraper, mais on saura le coût pas immédiatement. D'accord. Ok. Alors on s'avance pas trop sur ces 100 millions d'euros, oui. Le gouvernement a finalement annoncé ne pas hausser le budget alloué à l'Élysée et aux 2 chambres du Parlement. Donc ça, c'est pour parler un peu des restrictions, justement. C'est joli sur le papier de dire ça, mais est-ce qu'on peut aller plus loin en réduisant bien sûr ces enveloppes et en commençant par l'exemplarité des élus en termes de restrictions budgétaires? Absolument, c'est vrai que ça a choqué, parce que quand on dit on va augmenter de 20 ou 30 milliards d'euros les impôts, finalement pas pour une petite minorité, mais pour tous les Français, tous les Français, on vous demande de vous serrer la ceinture, et à côté de ça, l'Élysée, l'Assemblée et le Sénat qui augmentent leur budget, c'est vrai que c'est choquant, et pour le coup, le gouvernement a bien fait de reculer sur la question. Voilà, bon. Alors, vous parlez d'exemplarité des élus. On a fait passer, d'ailleurs c'est assez rare, on fait passer des amendements maintenant en séance. Oui. On a fait passer un amendement hier pour supprimer la défiscalisation sur les conseillers régionaux. Oui. Voilà, donc parce qu'on le sait peu, mais les élus locaux ont une partie de leur indemnité d'élus défiscalisée. Et donc c'est sous l'initiative de Jean-Philippe Tanguy, qui est lui-même élu régional. En plus d'être député, qui s'est rendu compte finalement au moment d'être élu conseiller régional qu'il était défiscalisé sur une partie de ses revenus, qui a proposé cet amendement, il a été adopté hier. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a un devoir d'exemplarité des élus, on ne peut pas demander à tous les Français des efforts, et en même temps ne pas donner quand même l'exemple d'un peu de sobriété. Voilà. Dans l'exercice du mandat. Il y avait une prise de parole d'ailleurs intéressante de Sébastien Chenu à ce sujet, qui proposait même d'aller plus loin peut-être en coupant carrément des postes un peu inutiles, arriver à faire du tri peut-être aussi dans le nombre presque de fonctionnaires, on peut le dire. À l'Assemblée, au Sénat, ou de façon générale à la région, plutôt, il parlait de l'échelle régionale, et il se posait la question de leur utilité en fait. Ah oui, ça sur les conseils régionaux, ça c'était dans le programme présidentiel de 2017 où on proposait de supprimer les conseils régionaux. Voilà. On considère qu'il y a un empilement administratif qui est déraisonnable et que l'organisation administrative historique de l'État tourne plutôt autour de la commune, du département et de l'État, plutôt que intercommunalité, région, Union européenne, quoi. En gros. Donc effectivement, on proposait la suppression du conseil régional. Ça n'a pas été mis en avant en 2022, mais enfin c'est en train de revenir. Voilà, je vous le dis en interne. Donc on va à nouveau proposer. La suppression des conseils régionaux, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça c'est aussi une façon de se projeter nous-mêmes dans le pouvoir, c'est-à-dire s'il y a une dissolution, mettons dans 9 mois, on va pas supprimer les conseils régionaux en 2026 ou 2027 si vous voulez, mais c'est vrai que quand on regarde les compétences des conseils régionaux,
tout pourrait être réparti sur d'autres niveaux de collectivité. Par exemple, les lycées, ça pourrait très bien être pris en charge par les départements. Oui. Les relations avec la SNCF, ça pourrait très bien être pris en charge par l'État. Il y a aussi des compétences qui sont critiquables en elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, l'action économique, qui est essentiellement du saupoudrage des régions à certaines entreprises, quelle utilité réelle sur l'économie régionale? Bon, ça c'est aussi peut-être au-delà des répartitions des compétences, des dépenses qui peuvent être mises en question en elles-mêmes. Oui, bien sûr. Alors, toujours un mot quand même sur ce budget avant qu'on passe à la suite. À l'heure où les caisses de l'État donc se vident et la vie augmente évidemment pour tous les Français, à l'heure surtout où l'espérance de vie s'allonge et que la démographie en revanche est en berne, le Rassemblement national donc vous réclamez avec le nouveau Front populaire l'abrogation de la réforme des retraites. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre aujourd'hui ? Oui, je crois, mais si vous voulez, dans cette réforme des retraites, il y avait quand même un point très particulier, c'était l'injustice pour les gens qui ont commencé à travailler tôt et qui ont des métiers pénibles. C'était quand même ça le cœur de sujet, le cœur de ce qui nous préoccupait. Et d'ailleurs, ça préoccupait à l'époque, ce qui est devenu un groupe gouvernemental, les Républicains. Si vous voulez, qui savent très bien que quand on commence à travailler à 16, 17, 18 ans, qu'on travaille pendant 40 ans dans un métier pénible, à la fin, on est cassé. Et donc, on ne peut pas, après, reporter l'âge indéfiniment. C'est-à-dire qu'on n'est plus productif, on n'a plus envie. Et donc, le seul effet pour ces publics-là de la réforme des retraites qui est passée, c'est finalement de renoncer à une partie de sa pension. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on tire, on fait un arbitrage entre perdre une partie de sa pension et puis continuer alors qu'on ne peut plus. Si vous voulez. Donc le choix est assez vite fait. Et c'est ce dont on s'est rendu compte, par exemple en Suède, avec un peu de recul. D'ailleurs, le ministre, je crois, du Travail de la Suède, qui était à l'origine, à l'époque, parce que c'était un des premiers pays européens à relever l'âge légal à la retraite, finalement a dit que c'était une erreur au bout de quelques années, parce que effectivement vous avez des publics qui n'ont plus envie, donc d'accord, donc ils ne peuvent plus. Alors justement, sur ce même sujet, donc le dossier des retraites, il était examiné dès hier. C'était en commission, je crois, des affaires sociales. Oui. Le nouveau Front populaire avait proposé à cette occasion une surcotisation pour produire de nouvelles recettes en faveur du système des retraites. J'essaye de simplifier un peu, et de ne pas me tromper. Mais alors, donc comme eux, vous proposez d'abroger évidemment cette réforme des retraites que vous jugez injuste. Vous venez de l'expliquer. Pourtant, vous n'avez pas voté cette initiative de la gauche. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en fait de quoi il s'agissait? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, et notamment une campagne du nouveau Front populaire qui vous accuse justement d'une hypocrisie. Absolument. En fait, ils sont très embêtés par notre niche parlementaire parce qu'ils ne savent pas à quoi voter. Bon, en l'espèce, hier en commission affaires sociales, ils se sont, à quelques exceptions près, ils se sont tous abstenus. Certains ont voté contre. Il y a un communiste qui a voté pour notre initiative. Donc ils cherchaient un contre-feu, sans être trop technique. Ils ont posé un amendement qu'ils ont présenté sur les réseaux sociaux comme un amendement de suppression, d'abrogation de la réforme des retraites. C'est ça. Sauf que, alors c'était un amendement au PLFSS, donc au budget de la sécurité sociale, sauf que pour des raisons techniques, ils ne peuvent pas faire ça. Voilà, parce que ça crée une charge, donc c'est des amendements qui sont irrecevables. D'accord. Donc, ils ont posé un amendement augmentant les cotisations sociales, qui serait une sorte de préalable à l'abrogation de la réforme des retraites, et ils ont présenté ça comme un amendement d'abrogation de la réforme des retraites. Voilà, donc, bon, c'est bien de rétablir la vérité. Et d'ailleurs, Éric Coquerel, hier matin en commission des finances, a reconnu, donc c'est filmé, c'est disponible, a reconnu que ces amendements n'étaient pas des amendements d'abrogation de la réforme des retraites. Oui, très bien. Alors au milieu de ce débat sur les budgets de la France, il y a la semaine prochaine votre niche parlementaire. Donc je précise pour nos auditeurs, donc la niche parlementaire, bien sûr, une journée de débat qui est consacrée au groupe Rassemblement national pour tenter en l'occurrence de faire adopter alors 6 propositions. Il y a évidemment donc cette abrogation de la réforme des retraites, l'expulsion des étrangers criminels et délinquants. On avait reçu votre collègue Madame Diaz à ce sujet. Il y a le sujet de l'énergie et des logements, le DPE, l'instauration des peines planchers avec Pascal Borde que nous avions reçu aussi à ce sujet, moderniser les installations hydroélectriques et
une autre proposition de loi, l'exonération d'impôts sur le revenu pour les médecins et infirmières en cumul emploi-retraite. Et justement, Mathias Renaud, vous êtes le rapporteur de cette proposition de loi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors, l'objectif de la proposition de loi, c'est de lutter contre le phénomène de désertification médicale. Donc, vous savez qu'il concerne 87% du territoire français, en particulier dans les zones rurales. Donc, il y a des zones entières en France où on manque de médecins généralistes, on manque de médecins spécialistes. Alors, les infirmières, on en manque un peu moins, mais en particulier, on manque particulièrement de médecins généralistes et spécialistes sur certains territoires. Donc, on a une démographie déclinante de médecins généralistes et de médecins spécialistes en raison du numerus clausus qui a été appliqué pendant des décennies dans le pays. Alors vous savez qu'il y a le numerus clausus a été supprimé, sauf que former des médecins, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça prend du temps. Donc là, d'ici au minimum 2030, voire 2035, on manquera de médecins. Donc là, l'idée de la proposition de loi, c'est de jouer, d'inciter les médecins à la retraite à reprendre du service avec une incitation fiscale. Et donc on dit que les médecins qui acceptent de prendre du service seraient exonérés d'impôts sur le revenu pour les revenus qui tirent de ce qu'on appelle leur cumul emploi-retraite. D'accord, bien sûr. Donc évidemment, on le comprend, lutter contre la désertification médicale avec cela. Est-ce que c'est aussi une des problématiques qui concernent particulièrement votre circonscription dans la Somme ? Oui, dans ma circonscription, il manque essentiellement de dentistes. Alors après, c'est vrai que c'est une circonscription un peu bigarrée parce qu'elle comprend la baie de Somme, qui est assez touristique et qui peut attirer des jeunes médecins qui souhaitent s'installer. Et puis il y a un arrière-pays, en l'espèce le Vimeux industriel, et puis une partie très rurale. Là dans lesquels effectivement il y a moins de médecins, mais ça concerne je crois l'intégralité des circonscriptions rurales en fait. Oui, si vous nous dites que ça fait partie effectivement de 87% du territoire en termes de problématiques, est-ce que vous pensez que les autres groupes parlementaires, justement, il peut y avoir un consensus ? Parce que là, en l'occurrence, c'est un sujet qui devrait rassembler, on l'espère. Non, vous n'avez pas l'air très optimiste. La réponse est non, parce qu'on l'a vu en commission des finances hier, le texte est passé et l'intégralité des groupes ont voté contre. D'accord, donc ça présage effectivement rien de... Non, c'est le sectarisme habituel, mais enfin bon. Alors, effectivement. Alors, un dernier mot, il nous reste 2 minutes, un dernier mot sur le budget, puisque justement le consensus n'est pas présent non plus. Déjà... on entendit parler donc du gouvernement qui pourrait le faire passer en 49.3. Lors du vote de la dernière motion de censure, vous aviez choisi de maintenir le gouvernement Barnier, lui laisser évidemment sa chance, l'occasion de faire ses preuves. Est-ce que cette fois-ci, vous pourriez soit déposer une motion de censure, soit voter celle d'un autre groupe pour renverser le gouvernement s'il venait à faire passer son budget en 49.3 ? Ah là, si je vous répondais directement à la question, vous auriez un scoop national. Hein. Donc effectivement, non. En tout cas, on se l'interdit pas. Nous, on a fixé des lignes rouges, en particulier sur la fiscalité. Et là, pour l'instant, le budget tel qu'il nous est présenté ne nous convient pas, en particulier sur la hausse de la taxe sur l'électricité, le malus automobile, le TVA sur les chaudières, etc. Enfin bref, des augmentations de fiscalité qui concernent tous les ménages et qui concernent la France du travail et qui produit. Donc voilà, maintenant, on souhaite que les débats aient lieu. On souhaite voter à la fin. Parce que le 49.3, c'est, on empêche finalement le débat d'avoir lieu et on empêche les parlementaires de voter. Donc pour l'instant, on y est et on ne s'interdit rien sur le 49.3. Sachant que une fois qu'on a dit ça, sachant qu'il va passer évidemment au Sénat, le texte, il reviendra, il y aura une navette ou pas du tout ? Oui. Donc en fait, on est loin de toute façon d'avoir... L'année dernière, il y avait, alors sur le budget de l'État et de la Sécu, il y avait eu 13 ou 14 49.3. Si vous voulez. Donc, ça. Voilà, parce que le budget, effectivement, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs parties sur 2 textes différents, donc ça n'est que le début. Donc on va continuer de suivre ça évidemment avec vous, Mathias Renaud. Alors merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs donc évidemment que vous êtes député Rassemblement National dans la 3e circonscription de la Somme et de la Somme, et que vous siégez à la commission des finances. Donc bon courage dans les travaux qui vous restent et puis surtout on continuera de suivre cette niche parlementaire du Rassemblement National qui a donc lieu jeudi prochain 31 octobre à l'Assemblée nationale. Merci encore. Merci beaucoup, bonne journée.